Dans le cadre du chapitre de seconde Territoire, population et développement, quel défi, nous allons aborder l'exemple des modalités du développement en Inde. L'Inde est un pays qui présente ainsi certaines spécificités sur le plan démographique, social, économique, mais également politique. On la qualifie ainsi souvent de plus grande démocratie du monde en référence à l'importance de sa population, puisque suite à son indépendance après la colonisation britannique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde a adopté un système démocratique parlementaire, mais également un système fédéral pour respecter la pluralité de ses cultures, système fédéral, c'est-à-dire qu'elle laisse une grande autonomie aux différentes régions qui la composent. Des régions nombreuses dans un territoire qu'on qualifie parfois de sous-continent, qui est actuellement dirigé par un parti nationaliste hindou, et ce parti a désigné pour Premier ministre Narendra Modi, qui dirige donc l'Inde depuis 2014. La présence de ce parti à la tête du pouvoir nous montre que l'Inde, comme d'autres pays, met en avant des problèmes identitaires face aux difficultés économiques, sociales et politiques qu'elle connaît. Alors c'est un pays qui se caractérise par une très forte croissance démographique, qui l'amène probablement à devenir sous peu le premier pays du monde en termes de population. Il n'en est actuellement que le second, même si cette croissance devrait s'atténuer à terme, et on peut imaginer qu'au milieu du 21e siècle, elle commence à ralentir. Alors cette croissance démographique forte s'accompagne également d'une très forte croissance économique. L'Inde est ce qu'on peut qualifier de puissance émergente, et elle est actuellement, à travers son PIB, qui calcule l'ensemble des revenus produits dans le pays, la 5e ou la 6e économie mondiale selon les classements. Alors ce développement économique qui fait de l'Inde un pays émergent se matérialise par la présence dans les grandes métropoles du pays de quartiers modernes, luxueux, de centres d'affaires qui empruntent ici les modes architecturaux que l'on peut retrouver partout dans les grandes métropoles économiques du monde, telles le Bandra Kurla Complex, ce quartier résidentiel et d'affaires au cœur de Mumbai, qui est en cours de développement actuellement, et qui illustre ici cette économie dynamique. Alors l'Inde est une économie puissante, importante. C'est aussi un pays qui possède des attributs pour développer sa puissance, à commencer par sa population, on l'a dit, c'est 1,34 milliard d'habitants en 2018 qui la situait au 2e rang mondial. L'Inde est aussi une puissance nucléaire, même si certains attributs de la puissance manquent. L'Inde n'est ainsi pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, comme peuvent l'être la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Alors elle fait néanmoins partie d'autres organisations internationales qui peuvent peser sur la gouvernance mondiale, comme les BRICS, avec la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil, et les membres également du G20 qui réunit les principales puissances économiques du monde. Pour autant, malgré ses capacités à être une puissance internationale, l'Inde continue de se signaler par un faible niveau de développement que l'on peut constater à travers l'IDH, indice de développement humain élaboré par la communauté internationale, pour lequel l'Inde se situe au 130e rang mondial, pour un classement qui compte un peu plus de 190 États. L'IDH étant calculé à travers différents indices qui sont le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation que l'on rapporte sur une échelle de 0 à 1. Et l'Inde se situait, vous le voyez, en 2018 à 0,640, ce qui n'est pas très très haut. Alors pour autant, cette faiblesse de développement peut aussi bénéficier à l'Inde, qui bénéficie d'un coût de main-d'œuvre assez faible et de plus en plus attractif, et notamment par rapport à la Chine, qui, à travers l'essor de son niveau de vie, voit également son coût de main-d'œuvre
augmenter. L'Inde pourrait à terme tirer profit finalement de cet avantage comparatif avec son voisin chinois. Alors elle pourrait d'autant plus en tirer profit que son économie est de plus en plus ouverte à la mondialisation, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, où l'Inde avait mis en place un mode de développement auto-centré, très protégé, mais à travers différentes réformes comme la révolution verte puis la révolution doublement verte, le développement également de ces grandes entreprises, eh bien, elle s'est intégrée davantage dans les échanges internationaux et en tire certains avantages actuellement. Son économie est de plus en plus ouverte, comme on peut le voir sur cette carte qui matérialise ici la part des investissements étrangers par région au début du XXIe siècle et la présence également de zones économiques spéciales fiscalement attractives. Il s'agit ici pour l'Inde d'attirer les capitaux et les technologies venues de l'étranger pour stimuler son propre développement économique, comme a pu le faire par exemple la Chine à partir des années 80 et plus encore au début du XXIe siècle. D'où la présence en Inde de secteurs économiques performants qui ont amené à l'émergence de grandes firmes transnationales, des grands groupes industriels comme Mittal Arcelor, premier producteur mondial de sidérurgie, ou Infosys, première place mondiale pour les services informatiques délocalisés, ou encore Tata Motors, la principale entreprise automobile indienne, au 10e rang mondial des producteurs de voitures. C'est une économie qui compte de plus en plus à l'international, mais un mode de développement que l'on peut également qualifier de peu durable, notamment sur le plan environnemental. L'Inde, là aussi, se signale par un classement très négatif à l'échelle internationale, puisqu'elle occupe le 177e rang pour l'indice de performance environnementale. Le développement étant une notion qui intègre l'amélioration de la qualité de vie, évidemment, ces considérations environnementales, écologiques doivent être prises en compte, tout comme doivent être prises en compte les considérations sociales. Et là, l'Inde est confrontée à des inégalités massives qu'elle peine à résorber, qui se caractérisent également par une grande précarité d'une partie de la population. 56% des revenus sont actuellement, étaient en 2016 détenus par les 10% les plus riches. Et face à ces riches qui bénéficient du développement économique, comme Mukesh Ambani, eh bien, beaucoup de populations doivent faire face à une grande précarité. Mais donc à côté de ces populations pauvres, on a des grandes fortunes, d'immenses fortunes qui peuvent se constituer. Mukesh Ambani, ici homme d'affaires indien, en est un exemple, et des fortunes qui peuvent s'afficher ostensiblement puisque cet homme d'affaires s'est fait construire pour résidence principale un immeuble en plein Mumbai, dans le quartier du Tardeo, et cet immeuble que vous voyez apparaître ici manifeste très clairement l'enrichissement de son propriétaire, à travers un étalage de luxe. On peut notamment s'y rendre en hélicoptère. Vous voyez ici la présence d'une piste d'atterrissage au sommet. Nous avons également un cinéma intérieur, une piscine, des jardins, plusieurs étages de parking privé. Et à côté, non loin, on trouve à Mumbai ces slums, les bidonvilles indiens, les bidonvilles désignant des quartiers informels. Alors, ils ne sont pas nécessairement tous constitués de matériaux de récupération. Il s'agit simplement d'habitat illégal qui peut être en dur, puisque les grandes métropoles indiennes peinent à loger les habitants qui y viennent de plus en plus nombreux, et ceux-ci se logent ainsi, comme on peut le voir dans d'autres métropoles du monde où ils peuvent. Alors pour autant, les autorités indiennes cherchent à mettre en place des politiques de rénovation urbaine basées sur l'assainissement, le transport urbain, les logements sociaux, la conservation du patrimoine, mais aussi la formation professionnelle pour mieux intégrer la population, et puis la construction de smart cities, des villes connectées qui visent ici à mieux intégrer ces métropoles dans un environnement mondialisé et concurrentiel. Donc c'est l'Urban Renaissance, la politique publique de transformation urbaine qui est menée par le ministère du Logement et des Affaires urbaines, qui a cherché
à mettre en place ces solutions face aux difficultés urbaines. Alors bien sûr, il y a aussi des politiques qui sont prises à d'autres échelles. L'échelle régionale, on a dit que l'Inde était un État fédéral, et bien sûr l'échelle municipale. Alors, même si la pauvreté est très visible dans les villes, elle est en réalité encore plus massive dans les campagnes, puisque ce sont dans ces campagnes que se trouve la majorité des pauvres en Inde. L'Inde est un pays majoritairement rural, ce qui montre ici également les limites à son développement à une époque où la population mondiale est devenue majoritairement urbaine. Alors, on va en plus signaler que cette misère rurale, c'est finalement elle qui se reporte sur les villes, puisque c'est elle qui alimente l'exode rural, et c'est cet exode rural que les villes ne parviennent pas finalement à traiter et qui va par la suite mettre en place les slums dont on a parlé. Alors même s'il ne faut pas non plus avoir une vision trop caricaturale des slums, puisqu'on peut y trouver également des Indiens de la classe moyenne qui, du fait de la crise du logement, ne parviennent pas à trouver un habitat approprié. On va également signaler pour finir le problème spécifique des Indiennes, puisque les femmes apparaissent discriminées dans ce pays en vertu d'un certain héritage culturel. Cette discrimination qui se retrouve à travers la politique des naissances, puisque pour limiter les naissances, eh bien, on privilégie le choix de la stérilisation féminine. Donc vous voyez que pour les 3/4, c'est celui qui est finalement appliqué pour limiter les naissances. Alors les femmes indiennes sont discriminées traditionnellement et culturellement, comme malheureusement dans un certain nombre d'autres États dans le monde, et notamment du fait d'une pratique qui est celle de la dot, puisque traditionnellement pour les mariages, on doit doter les femmes, et d'où ce proverbe, elle est une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin, hein, ça coûte de l'argent à la famille. Alors il en résulte un déséquilibre des sexes, puisque les garçons sont plus nombreux que les filles, et l'Inde doit donc faire face à ce problème de discrimination et l'intégrer aux questions à résoudre pour son développement.